Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quel plaisir. Quel plaisir de nous voir tous rassemblés ce soir autour de Clara Guémard et de Sébastien Chabal, assis côte à côte sur The SETI. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Clara Guémard, 1m92, 110 kg, votre barbe... Ah, pardon. Excusez-moi. Mauvaise fiche. Clara Guémard, diplômée de l'ENA, vous avez d'abord eu une carrière dans le public en commençant par la ville de Paris, puis la Cour des comptes, passant ensuite d'adjointe au chef des services d'expansion économique au Caire, à chef de bureau de l'Union européenne à la direction des relations économiques extérieures, je prends mon souffle, puis directrice de cabinet du ministre de la Solidarité entre les générations, sous-directrice de l'appui aux PME à Bercy, ambassadeur délégué aux investissements internationaux et présidente de l'Agence française pour les investissements internationaux. Vous avez rejoint le privé en 2006 en prenant la présidence France de General Electric et en devenant en 2009 vice-présidente de GE International chargée des grands comptes publics, puis vice-présidente chargée des gouvernements et des villes. Vous superviserez notamment le rachat de la branche énergie d'Alstom, fin 2016, après avoir fait montre des plus grandes bienveillances et persévérance possibles, vous quitterez GE pour rejoindre le fonds d'investissement et de dotation philanthropique RAISE. Réconcilier la finance et la philanthropie, c'est votre nouveau mot d'ordre, et c'est dire que vous aimez les défis. Vous êtes aussi écrivaine et active pour de nombreuses causes, notamment en tant que présidente du Women's Forum ou encore en tant que membre fondateur de la Fondation Jérôme Lejeune, du nom de votre père, découvreur de la trisomie 21. Votre style de management est à l'image de votre style de matriarcat, résolument libéral et progressiste pour plusieurs milliers de salariés comme pour 9 enfants. Avec votre époux, vous formez d'ailleurs une équipe de 11, pas assez pour faire une équipe de rugby, hélas. Sébastien Chabal. Vous aussi, vous aimez jouer collectif. Vous aussi, vous aimez les bains de boue et les serre-têtes. Vous commencez le rugby tout bambin, mais n'y persévérez véritablement qu'à l'âge des premières mobs que vous trafiquez de vos propres mains de mécano, qui étaient alors plutôt destinés à tourner fraisé qu'à casser de la canine. Alors que tout vous destinait au cambouis et aux clés de 12, vous optez pour la pelouse, enfin ce qu'il en reste. Joueur de rugby à 15, vous avez marqué l'histoire de la sélection française, notamment lors des Coupes du Monde de 2003, 2007 et 2010. Je suis parfait profane, donc corrigez-moi si je fais des erreurs. Non, je répète la phrase. Vous avez marqué l'histoire de la sélection française, notamment lors des Coupes du Monde de 2003, 2007 et 2010, en tant que vainqueur des tournois des 6 nations ces 2 dernières années. Fort de 62 sélections, vous avez aujourd'hui à votre actif un titre de champion d'Angleterre, personne n'est parfait, 2 tournois des 6 nations et un challenge européen. De Bourgoin-Jallieu au Lyon Olympique Universitaire, où vous terminez votre carrière de rugbyman en 2014, on peut dire que vous en aurez créé de l'emploi dans les industries du dentier, du chouchou et du serre-tête. Le rugby est pour vous un sport de combat, votre devise... c'est tu plaques, tu tombes, tu te relèves, tu plaques, tu tombes, tu te relèves. Vous aimez les tampons autant que les crampons, votre style de jeu est physique, puissant, tout en robustesse. Vous sentez le baume du tigre avant les matchs et le tigre après, vous excellez dans le lever de coude à la guinguette. Vous êtes aujourd'hui consultant Canal+, chef d'entreprise, entrepreneur. Oui, vous étiez cartouche. Vous étiez l'anesthésiste. Attila, caveman, l'animal. Et vous pitchez aujourd'hui à Station F, comme tout le monde, en 1 minute 30, pour une start-up agile et 4.0 sur Slack. Vous allez à la cantoche comme tout le monde, vous galérez sur Excel et PowerPoint comme tout le monde, et vous avez un avis sur les SAF comme tout le monde, mais dans la bienveillance et la persévérance. Clara Guémard, Sébastien Chabal, quel pédigré, quel palmarès. Vous êtes surtout 2 héros, comme ceux dont notre société a besoin, qui plus est, et c'est votre point commun, des héros de la France, qui mouille et honore le maillot avec 2 vertus en tête, bienveillance et persévérance, les 2 mamelles de la France. Ne s'agirait-il pas là des clés du bonheur, à la fois individuel et collectif? Permettez-moi de vous laisser sur une observation, celle du mot très simple qu'est le mot « bonjour ».
Alain, dans ses célèbres propos d'un Normand, expliquait que le premier sens du mot « bonjour » vient d'un air ouvert, bienveillant, confiant, hospitalier de celui que le prononce. Ainsi, quand nous disons « bonjour », ce mot est supposé être empreint de bienveillance. Puissions-nous donc être bienveillamment persévérants et persévéramment bienveillants. Vous nous direz comment ce soir, vous en êtes les experts en ces matières. Je vous souhaite quant à moi, bien le bonjour. Bien. Dans un monde en perpétuelle évolution, les valeurs qu'on prône, c'est la créativité et l'audace. Pourtant, ce soir, on voudrait avoir votre point de vue sur deux valeurs qui sont plus anciennes, la persévérance et la bienveillance, c'est-à-dire le goût de l'effort et de sa répétition, d'une part, et d'autre part, souhaiter le bien d'autrui. On va traiter, d'abord on fera un état des lieux de persévérance, vous ferez un état des lieux de persévérance et bienveillance. Ensuite, on se demandera quelles sont les limites de ce modèle. Et dans une troisième partie, on essaiera de répondre à cette question du sens et du bonheur collectif et individuel. Voilà comment on voudrait terminer. Donc ma première question sera pour vous, Clara. Est-ce que si on vous avait dit qu'un jour vous seriez sur le même canapé que Sébastien Chabal? D'abord, je l'aurais rêvé, mais maintenant, ça y est, c'est fait. Ce que je constate, c'est que le canapé, il est à la taille de Sébastien, mais pas du tout à ma taille. Donc moi, je ne sais pas si je dois m'appuyer sur le dossier, avoir les jambes comme ça. Je vais m'avancer, Clara. Voilà. Donc il y a eu une nette préférence dans le standard choisi pour Sébastien Chabal. On est en première classe et on n'est pas en économie. Mais non, et puis j'ai fait exprès de mettre une robe de couleur parce que je me suis demandé si jamais on était assis un peu comme ça, si le public allait me voir derrière toi. Ils ont tenté... À la limite, tu te mets debout, je me cache derrière, tu fais le débat tout seul. Et là, ils vont s'ennuyer. Non, au contraire, ça sera très amusant. Non, c'est pour moi un très grand bonheur et une grande fierté d'être avec Sébastien parce que, évidemment, comme tout le monde, j'ai regardé sur les écrans de télévision. Même si j'ai un associé qui est un fou de rugby, Gonzague de Bénière, qui est ici au premier rang, qui m'a, je dois dire que l'une des toutes premières fois où on s'est rencontrés, c'était dans un café, et au lieu de discuter, il m'a fait regarder un match de rugby. Donc ça prouve à quel point c'était sa passion. Ça ne nous a pas empêché de monter une entreprise ensemble, mais c'est vrai qu'au-delà du sportif hors norme exceptionnel, c'est les qualités humaines de Sébastien que je suis heureuse de rencontrer aujourd'hui. Merci Clara. Sébastien, vous, c'était évident que... Mais tu peux t'asseoir confort, hein, c'est pas... Un jour discuter de persévérance c'est bon. et de bienveillance. C'est bon. Je vais faire comme je peux, hein. Voilà. Pour vous, c'était une évidence qu'un jour vous alliez parler de bienveillance et de persévérance avec Clara. Ah ben, il me connaissait très bien. Parfaitement. Oui, il m'a pas reconnu tout à l'heure. J'ai pas besoin d'aller... On s'est serré la main, on s'était déjà vu, lui, il ne se souvenait pas du tout. Moi, je me souvenais, mais lui, il ne se souvenait pas du tout. C'est ça. Je suis désolé. Alors, parler de bienveillance et de persévérance, j'aurais pu l'imaginer. Parler de ça avec Clara ce soir, non, je n'aurais pas pu l'imaginer. Mais c'est un plaisir. Et c'est vrai que Clara me l'a rappelé, on s'est déjà croisés, alors je ne m'en rappelais pas, lors d'une manifestation du réseau Entreprendre à Lyon. Ouais. Voilà, donc quand on parle de réseau Entreprendre, on comprend qu'il y a derrière le mot bienveillance et le mot persévérance. Donc on était déjà aux mêmes endroits pour à peu près les mêmes sujets. Donc je suis ravi de continuer ce débat aujourd'hui avec Clara. Super. Alors si ça vous convient, ce qu'on vous propose dans un premier temps, ce sont de définir les deux notions. La persévérance, en général, on dit que c'est la mise en œuvre de la volonté de quelqu'un, quels que soient les obstacles qu'il ait à surmonter pour le faire. Donc ma toute première question, on va peut-être commencer par Clara et vous pourrez rebondir ensuite, c'est concrètement pour vous, qu'est-ce que c'est que la persévérance et comment est-ce que vous l'illustrez à la fois dans votre vie de tous les jours, dans vos rôles et dans la société? D'abord, il y a une chose que je répète souvent à mes enfants, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils aiment, mais il faut qu'ils le fassent beaucoup et qu'ils le fassent bien. La persévérance, c'est la conviction que quand on commence quelque chose et qu'on échoue, on n'échoue pas, on apprend
Et l'échec, c'est pas enfin, se tromper ou échouer, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Donc remettre sur le chantier, remettre sur le métier à tisser ce qu'on rêve de faire, c'est ça la persévérance. Et on ne réussit rien si on n'est pas engagé dans ce qu'on fait. Je voudrais juste raconter une anecdote parce que j'ai appris que la persévérance, c'était aussi de regarder son rêve et pas les obstacles. Et j'avais 5 ans, et comme beaucoup d'enfants du monde, je venais d'apprendre à faire du vélo. Et je suis à moitié danoise, donc on vivait sur la plage au Danemark, et il y a une petite promenade qui longe la plage. Et au bout de cette promenade, il y a le paradis pour les enfants, c'est-à-dire une maison qui vend des bonbons et des glaces. Et ma mère, de temps en temps, me donnait 50 centimes de l'époque pour pouvoir acheter des bonbons. Sauf qu'il y avait à proximité de cette maison de glace et de bonbons, qui s'appelait le Issous, un champ d'orties. Et à chaque fois que j'allais vers la Issous, j'étais terrorisée par ce champ d'orties et je tombais dedans. Et je revenais en pleurant, piquée de partout, sans avoir pu acheter mes bonbons. Et au bout de la 3e ou de la 4e fois, mon père me dit « Mais fais comme si le champ d'orties n'existait pas, ne le regarde pas, mais regarde ton but. » Et donc je suis repartie vaillamment sur mon vélo, j'ai regardé l'Issous, j'ai ignoré le champ d'orties, et guess what, j'y suis arrivée. Donc c'était pour moi cette notion de la persévérance qui est que on a beaucoup trop tendance dans notre société à regarder les obstacles, et quand on regarde l'obstacle, il devient un but. Et au fond, il faut toujours garder son objectif, son rêve devant soi. Et du coup, l'obstacle, on le franchit, on le dépasse, peut-être quelquefois on se cogne dedans, mais on trouve toujours une manière de le contourner à partir du moment où on garde toujours son objectif et son rêve comme une priorité. À moi. Vous souhaitez. Non, dans la manière de me décrire, le jeune homme dont j'ai mangé le prénom, Tristan, a dit qu'il y avait une phrase qui me caractérisait, c'est tu plaques, tu tombes, tu te relèves. Et ça a vraiment été quelque chose qui m'a accompagné dans toute ma carrière. Voilà, j'ai commencé le rugby sur le tard, donc je n'avais pas les qualités techniques des enfants qui avaient commencé petits, et très rapidement on m'avait collé une étiquette d'un jeune qui avait des qualités mais qui ne travaillait pas beaucoup, qui ne faisait pas beaucoup d'efforts alors que j'en faisais énormément, sauf que j'avais des capacités physiques, on est tous différents, et j'avais des capacités physiques qui faisaient que je ne suis pas quelqu'un endurant, je suis quelqu'un de très rapide, de très puissant, de très fort, mais pas endurant. Et l'endurance, quand quelqu'un n'est pas endurant, on le remarque vite, mais on croit au départ on croit qu'il ne travaille pas, ou qu'il n'en fait pas assez, alors que je pense j'en faisais assez, j'en faisais même plus, et ce n'est que sur le milieu de ma carrière, quand le rugby est passé professionnel, qu'on s'est mis à avoir un suivi médical avec des prises de sang, des analyses, que mes préparateurs et mes entraîneurs se sont aperçus que je n'avais pas cette qualité d'endurance, que les entraîneurs ont compris d'où venait ça, et m'ont laissé un petit peu tranquille. Et donc, tant que le fait n'était pas avéré, n'était pas prouvé scientifiquement, j'ai envie de dire, alors j'emploie des grands mots, mais c'est la réalité, je me disais, avant chaque entraînement, avant chaque match, je me répétais dans ma tête, c'est pas grave, de toute façon, le rugby, c'est un jeu, apprendre-le comme un jeu, et pour être le meilleur, sur le terrain, tu penses tout le temps à plaquer, tu tombes et tu te relèves, tu plaques, tu tombes, et le rugby, et c'est ça en fait, c'est une répétition de cette action. Alors entre-temps, on se passe un peu la balle, on se rentre un peu dedans, on essaye de faire mal à son adversaire, mais c'est une continuité de cette action-là, et c'est vrai que de me le répéter, je me le répétais souvent dans le vestiaire en me changeant, je me le répétais pendant 5, pendant 10 minutes, et après c'était ancré en moi, et du coup je le faisais naturellement, je le faisais automatiquement quand j'étais sur le terrain. Donc pour moi la persévérance c'est ça, c'est ne jamais rien lâcher et continuer d'avancer. Alors, moi quand je pense à votre carrière internationale, exceptionnelle, pour moi c'est l'incarnation aussi de la persévérance. Parce que j'ai essayé de faire un petit calcul, je pense que vous avez dû passer au moins 30 à 40 000 heures d'entraînement dans les 16 ans de carrière que vous avez eu au plus haut niveau. C'est énorme, quoi.
C'est aussi ça, la répétition des efforts, la préparation, et puis le... Oui, bien sûr, mais pendant avant chaque heure de ces 30 ou 40 000 heures, alors je ne les avais pas comptées, je me répétais ça. Je me répétais, tu plaques, tu tombes, tu te relèves, tu plaques, tu tombes, tu te relèves, et tu continues à avancer. Alors, donc, ça, c'est l'illustration de la persévérance. Alors, par contre, quand on a essayé de s'imaginer ce que la bienveillance, ça voulait dire pour vous, donc, bien sûr, on s'est projeté il y a quelques années à l'US Beauvallon, lorsque vous rentrez sur les terrains, on pouvait se dire que les éducateurs de l'époque, Casimir ou Jean-Claude, ils avaient cette bienveillance. Mais depuis, on s'est dit, où est-ce qu'elle est la bienveillance? Et là, normalement, la régie m'envoie la photo. Non, pas ça. Ça, c'est la nôtre. Ça, c'est la nôtre. Mais ça, c'est notre bienveillance à nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas un jour créer une économie où, dès le départ, on crée son entreprise en disant le purpose de mon entreprise, c'est finalement peut-être de donner, de partager. Et on a décidé avec l'équipe de donner 50% de ce fameux bénéfice qu'on fait quand on fait une plus-value à une fondation pour l'entrepreneuriat qui s'appellerait Sherpa. Sébastien, on va revenir tout à l'heure. Vous avez réfléchissé à la bienveillance par rapport. C'est entre la force et la ruse. Effectivement, on s'est interrogé du coup sur la bienveillance, ce que Kant qualifiait de devoir d'humanité. Ah, c'est ça la bienveillance. Ah bah voilà. On va procéder dans l'ordre. Bon, pardon. Bon, alors on va reprendre ce qui s'est passé sur l'écran. Il y a une diffusion de la restitution qui est en train d'être faite en direct au studio. Donc c'est la première chose que vous avez vue sur l'écran. La seconde, c'est le mouvement pour l'économie bienveillante par Clara Guémard. Et ça, c'était la transition de Patrice sur la bienveillance de Monsieur Chaval. Bon, on peut y aller là. Hein. Moi, je trouve que l'image, elle est super. On Oui, peut revenir au on vous mouvement laisse pour l'économie ensuite bienveillante après. Oui, allez-y. Sébastien, la bienveillance dans le sport de haut niveau, c'est ça Prendre les gens dans ses bras. se faire des câlins. Si ça, c'est pas de la bienveillance... Si se faire des câlins, c'est pas de la bienveillance, j'y comprends rien. C'est vrai que quand la c'est des câlins virils, quoi. Bah oui. Oh, ouais. Viril, mais correct. Toujours. Quand la caméra de Canal+ est dans les vestiaires à la mi-temps, là, j'ai du mal à me dire, mais où est la bienveillance dans le discours de certains coachs? Il y a des coachs qui font preuve de bienveillance et ça pour le succès de l'équipe? C'est vrai que la bienveillance dans le vestiaire et avant un match est compliqué à appréhender. Je veux bien l'accepter, mais moi l'exemple que je voudrais prendre, l'exemple de bienveillance, c'est quand je suis arrivé à Bourgoin. Quand je suis arrivé à Bourgoin, voilà, j'avais 20 ans, ça faisait 4 ans que j'avais attaqué le rugby. J'arrive à Bourgoin un peu par hasard parce que j'ai la chance de jouer avec le petit frère dans mon village, le petit frère d'un joueur, Alexandre Chazalet, qui était professionnel à Bourgoin, et donc son grand frère venait le voir jouer, et puis il m'a remarqué, et on a parlé à Michel Couturas, qui était le manager de Bourgoin-Jallieu à l'époque, et donc Michel Couturas me fait monter à Bourgoin. J'arrive, je me rappelle, c'était le début de l'été, j'arrive au stade Pierre Rajon,
Michel Couturas était au bar, en terrasse. Les joueurs transpiraient, suaient autour du stade, faisaient leur préparation de pré-saison. Et donc Michel Couturas me serre la main. Et je pense qu'il a dû me garder la main serrée pendant 30 ou 40 secondes. Je ne me rappelle pas qu'il m'ait dit autre chose que bonjour. Et c'est tout. Et il m'a dit, tu reviens la semaine prochaine. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quel don avait cet homme pour lire dans les hommes. Mais quand je vous parle de lire, c'est vraiment lire dans les hommes et les comprendre. Donc la semaine d'après, je suis arrivé à Bourgoin. J'étais jeune, j'étais encore un peu fougueux, j'arrivais de mon village où, comme vous disiez à Beauvallon, on faisait plus la fête et on partait en estafette et c'était la troisième mi-temps, c'était vraiment la convivialité. Et j'arrivais dans une structure professionnelle et Michel Couturas avait détecté en moi un certain potentiel. Mais lui m'a laissé me tromper. Lui m'a laissé me tromper pendant ma première saison, m'a laissé m'égarer, m'a laissé sortir un peu trop, tout en me rattrapant par la manche de temps en temps et en me disant Sébastien, je sais, il faut que tu en profites, tu es jeune, mais fais attention parce que je crois que tu as un bel avenir devant toi et ça serait dommage de le gâter et de le gâcher. Et cette scène-là est arrivée plusieurs fois dans la saison, jusqu'au jour où il m'a fait de plus en plus confiance. Et il m'a intégré à l'équipe professionnelle. J'ai eu la chance de faire 11 matchs la première saison, alors que j'arrivais d'un petit village de la Drôme. Et c'est là que j'ai compris que Michel était bienveillant. Michel était bienveillant parce qu'il savait qu'un jeune avait besoin de s'exprimer en dehors du terrain, mais il savait vous laisser cette liberté tout en vous faisant comprendre que l'essentiel n'était pas là, qu'il fallait en profiter un peu, mais que l'essentiel c'était passer par le travail, passer par le terrain, et que ça pouvait amener à un avenir exceptionnel. J'ai eu la chance de faire une très belle carrière, de vivre 16 années au plus haut niveau, de vivre une parenthèse assez extraordinaire, parce que je crois qu'on a la chance de faire le sport qu'on aime et le sport au plus haut niveau et de porter et de représenter son pays. C'est juste extraordinaire. Et ça, je le dois à Michel. Ça, je le dois à Michel Couturas qui a su me dire les mots, qui a su m'accompagner. Et pour moi, c'est le plus beau geste et le signe de bienveillance que j'ai connu dans ma vie. Oui, c'est clair. Vraiment. Merci. Merci. Et du coup, la question, alors du coup, était pour vous au départ, Madame Guémard, c'était de dire, vous avez eu multiples rôles dans votre vie. Donc, vous avez été présidente de General Electric, vous avez cofondé Raise, vous avez fondé le mouvement pour une économie bienveillante qu'on vient de voir. Concrètement, quelle est la place de la bienveillance dans chacun de ces rôles? Dans ce que Sébastien a raconté, il y a une chose qui est très importante, c'est que dans ce geste qu'a eu votre entraîneur en vous serrant la main, il n'a pas regardé le Sébastien Chabal avec sa carrure, son potentiel, mais il vous a regardé à l'intérieur. Il n'a pas regardé l'extérieur, il n'a pas regardé les apparences, il a communiqué avec vous de l'intérieur avec ce geste, et puis en vous laissant cette liberté, en te laissant cette liberté, et en te permettant de t'accomplir par toi-même, et que la confiance, c'est toi qui l'as gagnée, il t'a fait confiance, ce qui fait que tu as gagné confiance en toi-même. Et la bienveillance, c'est, au fond, on peut donner plein de définitions de la bienveillance, mais la définition que Gonzague et moi, on donne à la bienveillance, c'est d'être heureux quand on voit l'autre grandir. Je crois qu'il faut, pour être bienveillant, il faut d'abord savoir aimer les hommes, déjà, à la base. Oui. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas être bienveillant. Ouais. Je suis bien d'accord. Il faut aimer les gens et surtout avoir ce vrai plaisir, cette vraie joie de se dire que quand on a quelqu'un en face de soi, on va poser quelques questions et l'autre a la réponse. Ce n'est pas nous qui avons la réponse. Mais l'autre a la réponse, sauf qu'elle est souvent cachée sous des inquiétudes, des peurs, des contradictions, et que de poser les quelques questions qui vont bien vont permettre à la personne que vous avez en vous de laisser, d'enlever les nuages,
peut-être la poussière, etc., qui encombre, j'allais dire, je vais utiliser un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans le business, mais l'âme de la personne, et qui fait qu'elle va pouvoir éclore, qu'elle va pouvoir être au grand jour et dans la lumière, et donner tout son potentiel. S'épanouir. Et s'épanouir aussi. Et s'épanouir. Au fond, Gonzague et moi, on a chacun nos familles, mais Gonzague, il a 4 enfants et 9 petits-enfants. Moi, j'ai 9 enfants et un seul petit-enfant. Et souvent, on oppose la vie professionnelle et la vie familiale. Et c'est vraiment quelque chose qui m'agace parce que je pense que quand on est parent, on a ce savoir-faire qui est tellement essentiel dans la vie de l'entreprise, qui est de savoir à la fois écouter, comprendre à travers des mots qui sont maladroits et surtout comprendre qu'on est là pour donner le terreau, le soleil, enfin l'environnement qui va bien, mais qu'on ne tire pas sur une plante. On ne peut pas faire pousser une plante comme on voudrait, on ne peut pas faire pousser un collaborateur en disant « tu fais ci, tu fais ça ». La seule chose qu'on peut faire, c'est lui donner le terreau qui fait qu'il va lui-même s'accomplir et qui va donner le meilleur de ce qu'il est capable de faire. Et ça repose sur, bien sûr, d'abord, donner d'abord la confiance. On ne demande pas la confiance au collaborateur, mais on la donne. Et surtout, la générosité. Et c'est pour ça que, j'espère qu'on en reparlera un peu plus longuement, mais du mouvement pour l'économie bienveillante, mais c'est pour ça qu'on est convaincu que les entreprises qui partagent leur réussite, comme on l'a fait avec Gonzague, avec la création de Raise, où l'équipe donne 50% de ce qu'elle gagne, et il y a peu de gens qui donnent 50% de ce qu'ils gagnent pour une fondation, pour l'entrepreneuriat. Finalement, on a commencé il y a 4 ans, on réussit beaucoup mieux que ce qu'on avait prévu au départ. Et nous sommes convaincus, on n'a pas fait pour ça, que c'est grâce à cette générosité que ça marche. Et nous sommes tout aussi convaincus qu'il y a un nouveau modèle économique qui doit absolument s'installer. La plupart des entreprises le font, mais ne le disent pas de cette façon-là. Et que la performance, on ne peut pas plus opposer la performance ou la réussite financière et la générosité. En fait, elles vont ensemble. Et c'est un nouveau méthode économique, mais j'espère qu'on en reparlera plus en détail. Merci. Si on a un peu d'avance, il y avait un sujet où on aurait aimé vous entendre aussi. C'est de manière assez simple, lorsque j'essaie de traduire bienveillance dans une entreprise, en anglais par exemple. Ça ne se traduit pas. Voilà. Et alors, votre expérience à l'international, à vous deux, est-ce que vous pensez que c'est une notion française ou... Quand on a créé le mouvement pour l'économie bienveillante, il y a plein de gens qui nous ont dit mais ça ne se traduit pas en anglais. Alors certains disent la kinder economy, enfin il y a plein de... ou benevolence qui est un mot un peu ancien. Et on s'est dit que le mot entrepreneur était un mot français et qu'il était devenu totalement international. Donc il n'y a pas de raison que le mot bienveillance ne devienne pas international. Après tout, moi je suis à moitié danoise et le Hug est devenu international. Donc il n'y a pas de raison que parce que le mot ne se traduit pas, on puisse pas le rendre international. Effectivement, c'est subtil la bienveillance. Parce que la bienveillance, ce n'est pas être gentil. Bien sûr, il faut une part de gentillesse pour être bienveillant. Mais la bienveillance, c'est vraiment comprendre qu'il y a une richesse incroyable à aider l'autre à grandir et que quand une personne en face de vous grandit, elle va rendre le monde plus grand, elle va rendre le monde plus ouvert, peut-être plus beau, et d'une certaine manière, ça vous reviendra. Il y a 2 manières de réussir. Il y a de réussir en faisant soi-même avec ses mains et avec ce qu'on sait faire, avec son intelligence et avec sa volonté. On peut faire des choses extraordinaires, mais ça sera toujours limité. Et puis, il y a l'autre manière qui est de donner un peu de ce qu'on sait faire et de ce qu'on a appris de son expérience à quelqu'un d'autre qui saura faire quelque chose que vous-même vous êtes incapable de faire. Et comme il va faire quelque chose que vous-même vous êtes incapable de faire, ben il va ouvrir votre univers, il va ouvrir vos possibles, il va ouvrir votre capacité à agir. Et c'est ça la bienveillance, c'est cette conviction très profonde que ce que vous donnez à l'autre est une source de richesse pour vous. Très bien. On va notamment y revenir dans la deuxième partie. Sébastien, juste sur cet aspect culturel, quand vous êtes au Sharks par exemple, est-ce qu'il y a une différence de style entre les coachs des clubs anglais à ce niveau-là et puis nos entraîneurs en France? Alors, je ne suis pas un très bon exemple parce que j'avais un coach français quand j'étais en Angleterre. J'avais Philippe Saint-André qui après a été entraîneur de l'équipe de France et je l'avais avant quand je suis parti de loin. Non mais c'est vrai que le modèle anglais est un modèle complètement différent. Alors c'est vrai que
de ce que j'ai vécu de ces 5 années passées, 5 années assez extraordinaires, assez formidables. J'ai adoré me confronter et aller découvrir une autre culture. Voilà, je pense que c'est important dans une vie d'aller le faire ou de prendre les opportunités qui nous permettent d'aller voyager aussi et d'aller nous confronter et de sortir de notre hexagone. Mais oui, forcément que même s'il ne se traduit pas, forcément que la bienveillance est de partout. En tout cas, je l'espère. Après, de mon expérience anglaise, j'ai envie de dire qu'elle s'exprime différemment. Simplement. C'est vrai que quand je suis revenu en France, ce que j'avais oublié de la France, c'était qu'on n'aimait pas la réussite. Ouais, ça, c'est et c'est encore vrai aujourd'hui. Voilà, on a beaucoup de mal avec la réussite. Alors que les Anglais ne sont pas du tout comme ça. Les Anglais, quand ils voient quelqu'un qui réussit, ils ont plutôt tendance à aller le voir, à lui demander pourquoi. Et généralement, ces personnes qui ont réussi leur expliquent. Voilà de la bienveillance. C'est une sorte de bienveillance. Et nous, on en est encore loin. Et ça me rend triste en France que quand quelqu'un réussisse, on essaye de le tirer vers le bas, ou on essaye où on croit, où on essaye de faire croire qu'il a volé d'abord quelqu'un, qu'il a escroqué quelqu'un, qu'il a été... C'est louche, oui, c'est forcément louche. Non, mais je trouve que dans notre société, et aujourd'hui, je trouve ça triste. Et voilà, dans ce modèle anglais, si je peux tirer un petit bout de bienveillance, j'ai envie de dire que ça serait celle-ci. Merci. C'est la différence entre être envieux et faire envie. Et pour rebondir sur ce que dit Sébastien, je pense que si l'école française apprenait la bienveillance aux enfants, moi, je ne connais pas le modèle anglais, mais je connais le modèle danois, où à l'école, on apprend aux enfants l'empathie et on apprend la bienveillance, on apprend le respect de l'autre et la convivialité, et on apprend à travailler en commun. Et moi, encore une fois, je ne vais pas parler que de ma famille, mais ayant 9 enfants, je peux évidemment vous assurer que j'ai eu toute l'échelle, toute la palette d'élèves du premier de classe au cancre. Et je me souviens, j'en ai pas eu qu'un cancre, j'en ai eu 3. Et je me souviens d'un jour où je vais chercher mon fils à l'école, il était en CM2, et la maîtresse est venue me voir à la fin pour me dire que mon fils avait eu 0 en dictée, mais qu'il fallait vraiment beaucoup le féliciter parce qu'avant c'était moins 32. Je me suis dit, enfin une maîtresse bienveillante qui comprend mon fils et qui ne me met pas nul, ne travaille pas, n'est pas assez endurant, etc. En revanche, j'avais une de mes filles qui était première de classe et on continuait quand même à lui mettre, elle était première, peut mieux faire. C'est juste insupportable. C'est vrai que ça, je l'ai vécu en Angleterre, cette histoire d'endurance que je vous racontais tout à l'heure. Quand je suis arrivé, au bout de quelques jours, le préparateur physique me convoque et me dit « Sébastien, je sais exactement, je connais ton profil, exactement. Je sais que tu n'es pas endurant, je sais que tu es fort, machin. Donc, on va travailler sur tes points forts. On t'a pris pour ça. Tu fais partie d'une équipe. Et l'équipe que tes coachs ont composée, elle est faite avec tes qualités, mais avec tes défauts. Tes défauts vont être gommés. À côté de toi, tu as 2 troisième-lignelles, ils peuvent courir pendant 4 jours. Jour et nuit, sans s'arrêter. Donc toi, quand tu seras fatigué, tu vas te mettre au fond du terrain, tu te reposeras un peu, et quand tu auras le ballon, tu fonceras tout droit. Ça sera impeccable. Non mais c'est ce que tu dis. Ouais. De dire à nos enfants qui sont bons que c'est bien, qu'on ne peut pas être bon partout, c'est important. Et nous, dans notre système, on a plus tendance à dire « là, t'es nul ». Là, t'es nul, là, t'es nul. Valorise les endroits où t'es bon. C'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ce qu'il faut qu'on continue à faire. Et c'est vrai que c'est chouette quand on voit des maîtres et des maîtresses comme ça. Moi, j'ai eu une petite qui est brillante à l'école, mais qui est différente. Et c'est compliqué, des fois. C'est très compliqué. Là, elle est rentrée en stage de 3e. Bon, on parle un peu de nous. Hein. Bah oui, on est là pour ça. Hein. Vous êtes d'accord, hein. On fait notre petite conversation sur nos familles. Et elle est rentrée en stage, donc elle est brillante, mais elle adore la botanique. Elle est allée dans une pépinière. Et donc, je l'ai amenée hier matin. Hier midi, elle rentre manger. Elle dit, je ne veux plus aller à l'école.
mais qu'est-ce que je fais à l'école? Le travail, c'est fantastique, les gens sont bien, je sais ce que je veux faire. C'est génial. Ouais, parce que les gens étaient bienveillants, les gens lui expliquaient, alors qu'à l'école, elle trouve pas de sens, parce qu'elle n'est pas bien accompagnée. L'école n'accompagne pas tout le monde. Alors, il y a quelques écoles, alors c'est peut-être, c'est pas la majorité, et moi je m'intéresse à... Il y a des classes préparatoires qui ont cette réputation de l'entraide, et qui sont connues pour ça. Et en fait, c'est un peu un mystère, et donc j'avais interrogé la direction de cette école, en leur disant, comment ça se fait que vous arrivez, alors qu'il y a d'autres classes préparatoires où c'est chacun pour soi, et comment vous arrivez à instiller ce style d'entraide entre les élèves? Et la réponse est, en fait, on est connu pour ça. Ça veut dire que les élèves qui ont des résultats, mais qui préfèrent travailler dans cet environnement, viennent. Et donc, c'est eux qui perdurent, pas nous, c'est pas la direction. Ça viendra aussi, je pense, des élèves. Alors, oui, voilà. Je pense qu'on a dépassé le temps. Donc, on vient de faire un état des lieux. Merci beaucoup. C'était très riche. Donc, pardon. Juste, pardon, on voulait juste interroger, nous, le lien entre persévérance et bienveillance, puisque du coup, quand on a préparé cette conférence, on s'est rendu compte que les deux étaient intrinsèquement liés. Et donc, notamment, Patrice racontait qu'en tant que manager bienveillant, il s'était rendu compte que ça incitait ses équipes à travailler davantage, etc. Donc voilà, qu'en gros, être bienveillant permettait à ceux qui l'accompagnaient d'être de plus en plus persévérants, et donc il y avait un cercle vertueux qui s'installait ainsi. Donc on voulait savoir si c'était quelque chose que vous aviez vécu ou non. Alors, peut-être, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, ni Sébastien ni moi, mais qui est derrière tous les propos que vous dites, c'est la raison d'être. C'est la raison d'être. La bienveillance, elle pose la raison d'être d'une entreprise. Nous, quand on a créé Raise avec Gonzague, on est quand même parti dans le monde de la finance, qui est sans doute le monde le moins généreux qui soit, en embauchant des gens, en leur disant vous allez donner 50% de ce que vous gagnez. C'est pas toujours... on peut penser qu'au départ, c'est pas évident comme concept, mais la réalité, c'est que ce qui nous animait, enfin ce qui nous anime, c'était l'idée d'aider notre pays sans faire la quête et de pouvoir aider les jeunes entrepreneurs, puisque c'était comme ça, des jeunes entrepreneurs comme Sébastien, d'aider des entrepreneurs qui créent des activités et qui créent des emplois et qui sont finalement l'avenir du pays. Et sans faire la quête. Donc le meilleur moyen de ne pas faire la quête, c'était de donner notre argent, et pour ça, il fallait qu'on en gagne. Donc on a créé Raise sur ce principe-là. Aujourd'hui, on est à peu près 1 milliard d'euros sous gestion. Et pour recruter les équipes, on leur a demandé, les gens qu'on a recrutés, qui non seulement nous semblaient compétents, mais persévérants, bienveillants, etc., on leur a demandé de nous écrire une lettre d'amour à Raise. C'est un mode de recrutement, je vous le recommande, c'est génial pour recruter quelqu'un, parce que la lettre d'amour, ça vous permet de tout dire. La lettre de motivation, c'est codé, on se dit qu'il faut écrire comme si, avec mes sincères considérations, monsieur, madame, etc. La lettre d'amour à Raise, ça vous assure que la raison d'être que la personne que vous voulez recruter est la même que celle que vous avez, c'est-à-dire que, bien sûr, on a une entreprise qui essaye de gagner de l'argent, qui essaye de réussir, de redonner de l'argent à ses actionnaires et qui, il se trouve, on a de la chance, réussit mieux que le marché. Mais notre raison d'être, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs à réussir. Et quand vous avez ce moteur qui est finalement une histoire d'amour, j'allais dire la persévérance, elle va de soi. Et la bienveillance, elle va de soi. C'est-à-dire que la persévérance et la bienveillance sont des outils qui vous permettent d'accomplir ce pourquoi vous voulez aboutir. Mais de les avoir comme des alarmes qui viennent vous réveiller en vous disant lâche pas ton truc, ne rien lâcher jamais, et de recommencer non et pas une réponse, etc. C'est important de les avoir. Alors moi, j'aimerais terminer, puisque j'ai de mon propos en citant une phrase de Gonzague. D'habitude, vous savez, on cite des phrases de Saint-Exupéry, de tout ça, de grands auteurs. Ce soir, ça sera la phrase de Gonzague. Ça sera la phrase de Gonzague qui nous répète souvent « ne pas se faire chier et tout réussir ». Enfin, je vous assure que c'est vrai. Mettez-le en pratique. Parce que quand on se fait chier, on ne réussit pas. Mais je suis un peu dans cette philosophie actuellement. Ouais. Vu que je suis en train de reconstruire ma vie et que j'ai la chance de pouvoir choisir et de prendre les directions que je veux, je me dis je vais essayer de ne pas me faire chier. Et on va essayer de réussir.
Tout est très simple, dit comme ça, c'est super simple. Donc, on voudrait traiter très rapidement les limites de ce modèle persévérance et bienveillance. Donc en fait, on s'est interrogé un peu, c'est vraiment des valeurs qui aujourd'hui reviennent à la mode de façon presque surprenante, parce que comme on le disait, tout va très vite, on a l'impression qu'on peut tout avoir tout de suite avec le digital, etc. Et donc la question qu'on avait, c'est quelles sont les limites de ces modèles? Est-ce que c'est pas avant tout un effet de communication, de dire que la bienveillance et la persévérance reviennent aussi vite et aussi fort? Moi, je pense pas qu'il y ait de limite à la bienveillance, et c'est ce qu'on a abordé au début de nos propos. C'est que la bienveillance, c'est pas vivre dans le monde des bisounours. C'est pas ça, la bienveillance. La bienveillance, c'est savoir dire des choses négatives à des gens, à partir du moment où elles ne sont pas dites pour fragiliser, pour blesser, à partir du moment où elles sont faites pour accompagner les personnes à qui on les dit. Donc non, moi je pense qu'on peut vivre dans ce monde de bienveillance, mais en se disant les choses, et dans le mot bienveillance, on l'accompagne là de la persévérance, mais je crois que le mot communication est essentiel et primordial. Il faut savoir se parler, il faut savoir se dire les choses. Alors c'est vrai que moi j'ai mon expérience de sportif de haut niveau. C'est peut-être plus facile dans un vestiaire de se parler dans la bouche, excusez-moi du terme, de se dire des choses fortes, parce qu'il y a des gens qui ont des égos surdimensionnés, et on est souvent survolté, surexcité, ou appelez ça comme vous voulez, et qu'on est capable d'entendre plus de choses, plus de, j'ai pas envie de dire de violence, mais de mots forts que dans la vie de tous les jours. Mais à partir du moment où les choses sont dites pour que ça soit constructif, pour que ce soit bénéfique, avec bienveillance, je pense qu'il n'y a pas de limite à ça. Je pense qu'il n'y a pas de limite à ça. Je crois qu'on doit pas, pour moi, j'imagine pas que la bienveillance ait des limites. Mais la bienveillance a un cadre. Ça veut dire qu'on n'a pas de limite à formuler des exigences précises, à fixer des objectifs précis. Mais après, il faut donner des moyens. Après, il faut savoir. Après, aussi être bienveillant, c'est aussi savoir faire comprendre à ses collaborateurs, à ses patrons, à tous les gens qui nous entourent, aussi leur faire entendre et leur faire comprendre qu'ils ont des forces et des faiblesses, qu'ils ont des points faibles, qu'il y a des choses qu'ils ne sauront pas faire, qu'il y a des choses sur lesquelles ils excellent. Je reviens sur mon exemple de sportif et de mon vécu. Voilà. Et de se dire que de toute façon, tout seul, on ne fait pas grand-chose, et que quoi qu'il en soit, dans tous les domaines, on est obligé de travailler en équipe. Et c'est vachement plus enrichissant, et c'est vachement plus chouette. Il ne faut pas se tromper, hein, la bienveillance, ça demande du courage. Parce que la bienveillance, c'est ni bisounours, mais c'est aussi pas de lâcheté. C'est pas du laxisme. C'est ni du laxisme, ni de la lâcheté. La bienveillance, on peut tout dire avec bienveillance, mais il faut dire les choses avec bienveillance. Et c'est vrai que la bienveillance, c'est de ne pas laisser quelqu'un, justement, s'enferrer dans des erreurs ou nuire à une équipe en se disant bah, tant pis, je les laisse se débrouiller. C'est une forme de vigilance, de vigilance et comme l'a très bien dit Sébastien, d'amour de la personne dans sa totalité, dans ses fragilités, dans ses côtés, dans ses points forts, et d'arriver à faire que ce qui la rend forte porte tout le reste. Et je pense que l'exemple des grands sportifs est très instructif pour nous tous, parce que Sébastien, tu l'as très bien dit, tu as cultivé tes points forts et bien sûr, tu as essayé de corriger, tu as travaillé tes points faibles. Mais c'est intéressant parce que j'avais cette conversation avec une autre grande sportive qui est Muriel Hermine, et elle expliquait qu'elle a été très haut dans la compétition de natation synchronisée, et elle a raté, sa dernière compétition était les Jeux Olympiques, elle était partie pour les gagner et elle les a perdus. Et elle explique très bien qu'elle les a perdus parce qu'elle était très douée artistiquement, mais elle n'était pas aussi douée sur le plan technique, et qu'elle a passé l'année à travailler ses points faibles et non pas ses points forts. Et quand elle est arrivée, elle a regardé ses compétitrices, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait des progrès techniques, mais elles aussi, et qu'elle n'avait pas développé ce qui faisait sa différence.
Et donc, ce qui est très important dans la bienveillance, c'est de toujours regarder l'autre en lui disant ce qui fait ta différence, qui peut apparaître pour le monde extérieur comme des faiblesses, est un atout. Et là-dessus, je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure à votre question, parce que quand on regarde la jeune génération, la génération des milléniums, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils développent des entreprises et non pas des associations en créant des métiers et des activités rentables autour de la différence. Je vais prendre quelques exemples. Vous avez une entreprise qui s'appelle Auti Consult et qui place les autistes dans les entreprises. Parce que les autistes ont des qualités exceptionnelles que nous n'avons pas. Ils ont des capacités de statisticiens, de calcul, de mise en connexion que nous n'avons pas, sauf que c'est plus compliqué pour eux d'arriver dans une salle qu'ils ne connaissent pas, de ne pas avoir leurs repères, etc. Et donc, il y en a deux comme ça, mais il y a deux sociétés qui développent un business rentable en insérant des autistes dans l'entreprise. Je ne peux pas m'empêcher de citer Phoenix, qui est une entreprise qu'on a accompagnée, qui est dirigée par Jean Moreau. Et Jean Moreau, c'était un jeune garçon extrêmement talentueux qui était banquier à Londres, qui gagnait énormément d'argent en faisant des PowerPoint pour rendre les gens de plus en plus riches. Et il s'est dit, je ne vais pas mourir idiot en devenant riche et en enrichissant encore ceux qui sont déjà riches. Et il était passionné par la question du gaspillage alimentaire. Et moi, dans ma génération, le gaspillage alimentaire, on l'aurait réglé en créant une association, en faisant la quête autour de soi, etc. Et lui, il a créé un business qui s'appelle Phoenix. Et donc, il va, grâce à une technologie, une plateforme, il collecte les invendus des grandes surfaces. Il a déjà fait 50 000 repas gratuits pour les banques alimentaires, les restos du cœur, etc. Et c'est une entreprise qui est rentable, qui a 90 salariés et qui est en pleine croissance. Donc, quand on a ce regard de bienveillance sur le monde et sur les besoins du monde, même chose avec les migrants. Il y a aujourd'hui des sociétés qui créent des restaurants qui sont animés par les migrants. Guess what? Les gens, ils vont tous les soirs parce que tous les soirs, ils ont un repas différent qui vient d'un pays différent. Donc, ils découvrent la cuisine du monde et aussi de la culture du monde. Donc, c'est cette façon de voir le monde avec une forme de bienveillance où on regarde non pas la faiblesse de l'autre, mais son potentiel. Et puis oui, bien sûr, on va essayer d'aider et de compenser ses faiblesses, mais pour qu'il réalise son potentiel. Et ça, c'est un avenir économique énorme, c'est un potentiel gigantesque, sauf qu'on a eu trop l'habitude de vivre dans une société où ceux qui sont différents, on les paye pour les cacher. Et ça, c'est le contraire de la bienveillance, c'est le contraire de la persévérance et de la confiance dans la capacité de l'homme à se réinventer. Et surtout, ça réduit les possibles, ça réduit le potentiel économique du pays. Donc, c'est juste à l'envers de ce qu'on devrait faire. Vous pouvez applaudir, hein. Donc, vous parliez tout à l'heure de quête de sens, vous parlez de millennials, et du coup, la question qu'on se posait aussi, notamment parce qu'on a lu votre livre « Faut qu'on en parle », c'est dans lequel vous parlez de cette idée que la génération Y éduque sa prédécesseuse, qui était... Ça Ouais. C'est pas mal comme mot. Qui étaient donc les baby-boomers. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose, la bienveillance et la persévérance, qui sont portées par cette nouvelle génération, ou est-ce que vous pensez que c'est cross-générationnel et que toutes les générations sont à la recherche de sens et réclament aujourd'hui la bienveillance et la persévérance? Je sais pas, tu veux répondre d'abord? Vas-y, commence. Ouais. Là, ça a été un peu long pour moi. Là. Je vais envoyer. En fait, moi, je suis à la conférence dans la conférence, en fait. J'écoute Clara et puis... Moi aussi, j'écoute Sébastien. J'écoute Sébastien et je rebondis sur ce que dit Sébastien. Le livre Faut qu'on parle, c'est un livre que j'ai écrit avec une de mes filles. Ça, c'est que je ne l'ai pas lu, c'est pour ça que je peux pas parler pour lui. C'est pas grave, mais je te l'offrirai. C'est un livre que j'ai écrit avec une de mes filles qui s'appelle Bérénice, et qui n'est pas du tout un livre entre mère-fille, mais qui est un livre entre générations. La génération post-68 que j'incarne, parce que moi j'avais 8 ans en mai 68, et qui était une génération de rupture, mai 68, et la génération de rupture des millenniums. Et on a écrit ce livre parce que tout le monde parle de technologie, de big data, de blockchain, de intelligence artificielle, enfin de toutes les technologies qui révolutionnent et accélèrent le potentiel des possibles. Mais la réalité, c'est que la génération millénium ne vit pas sur les mêmes valeurs que nous.
Nous, on était assez individualistes. Quand on avait 20 ans, il fallait avoir un travail, on voulait quitter la maison, on voulait se marier, on voulait pouvoir avoir un appartement, s'acheter une voiture. L'environnement, on ne savait pas ce que c'était comme mot. La planète, c'était un peu le cadet de nos soucis. Sauf pour éventuellement voyager sac au dos quelque part. Mais on n'avait absolument pas cette conscience de l'urgence des enjeux aujourd'hui. Et les valeurs que portent les milléniums sont des valeurs beaucoup plus solidaires que celles de la génération post-68, même si les slogans de 68 se retrouvent là. Alors, il n'y a pas de génération qui détient le monopole de la bienveillance. En revanche, ce que détient la génération millénium, c'est la compréhension de la capacité à agir, parce que c'est vrai que tous ces nouveaux outils donnent une capacité d'être acteur. On n'a pas besoin aujourd'hui d'être riche, puissant et célèbre pour agir, pour être bienveillant, pour aider. Mais parce qu'ils ont aussi l'information. Et parce qu'ils ont l'information. Que nous, on n'avait pas. On n'avait pas. Nous, on nous disait peut-être que la planète va être en danger, mais on n'en savait pas bien plus, quoi. Aujourd'hui, l'accès à l'information aussi fait que les millennials sont hyper engagés, j'ai envie de dire, dans tous ces problèmes, dans tous les problèmes sociaux et environnementaux qui nous touchent. Et non seulement ils ont l'information, mais ils nous apprennent que nous sommes là où on est, à l'endroit où on est, responsables et acteurs. On n'est pas simplement des consommateurs, on n'est pas là face à des toutes-puissances qui agissent et qui nous laissent pieds et mains liés, mais au contraire, on peut être acteur de ce changement. Et pas victime. Et pas que victime aussi. Et pas victime, ouais. Ça me plaît que tu dises ça parce que souvent je fais des conférences où il y a beaucoup de femmes, mais il y a beaucoup de femmes dans cette salle, mais où il y a souvent exclusivement des femmes. Et je leur dis toujours qu'il y a 2 mots qu'il faut bannir de son vocabulaire, enfin, que je pense qu'il faut vraiment oublier. C'est le mot coupable, la culpabilité. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne fait pas bien, mais on demande pardon, on recommence, etc. Mais la culpabilité, ça empoisonne l'existence, en tout cas de la plupart des femmes, parce qu'elles se demandent est-ce que je peux à la fois travailler, avoir des enfants, est-ce que je ne vais pas faire ceci, enfin, elles portent une sorte de charge mentale qui est disproportionnée par rapport à l'enjeu, parce qu'on se sent coupable, et le côté victime, parce que même quand on est victime, il ne faut surtout pas donner à celui qui vous a rendu victime le plaisir de gagner 2 fois en vous sentant victime. Tout à fait. Ça n'avait rien à voir avec le schmilblick, mais ça venait bien à mais ça fait du bien de le dire. Ouais. C'est très bien. Pour conclure, peut-être, Sébastien, on avait une question. Là, je ne sais plus où on en est. Ce qu'on vient de se dire, non mais on va essayer de récapituler. Donc, ce qu'on vient de se dire, c'était cette quête de sens qui notamment caractérise cette génération millénium. Et c'est cette combinaison de la valeur, de ces 2 valeurs, persévérance et bienveillance. Finalement, on est en train de donner, vous avez donné plusieurs exemples d'un moteur pour un épanouissement personnel. Et on se demande d'ailleurs si c'est même pas un moteur pour régler de manière collective ces problèmes qu'on ne pourrait pas régler, les problèmes par exemple de la planète dont on parlait, ou de l'écologie, ou ces prises de conscience, qu'on ne pourrait pas régler avec des valeurs traditionnelles de l'individualisme. C'est des problèmes qu'on ne peut pas régler tout seul. Ça, c'est certain. Si on ne s'y met pas tous, on est tous un petit peu coupables. Alors, on va employer le mot coupable là dans cette... Coupable, c'est la même chose que culpabilité. Oui, on va employer le mot coupable dans ce cas-là. Mais vu qu'on est tous un petit peu coupables, on peut tous être un petit peu acteurs d'une meilleure pratique, j'ai envie de dire, ou d'une ambition commune pour réussir à faire basculer le processus dans lequel certains veulent nous faire croire qu'on est engagé et qu'il n'y aura pas d'issue. Et c'est vrai que cette génération est assez surprenante et assez incroyable parce qu'elle ne fonctionne pas comme nous du tout, comme tu le disais. Moi, quand j'étais jeune, j'aspirais à avoir un CDI, à acheter une maison, à avoir ma bagnole et puis avoir un peu de fric pour aller
pour aller en profiter. Et ces jeunes vivent différemment. Ces jeunes vont vivre en colocation, mais même en couple avec des enfants. Ils vont avoir en moyenne entre 4 et 6 boulots différents, dont 2 qui n'existent pas. Ils vont voyager, ça va être des citoyens du monde. Et collectivement, moi j'en suis convaincu, et je crois que toi aussi, et collectivement, ils vont se prendre en main pour améliorer leur avenir et l'avenir de toute notre humanité. Alors ça paraît assez incroyable, je ne sais pas comment je fais pour dire des mots comme ça. Ouais, c'est bien. En fait, je parle, je réfléchis, je me dis ouais, ça a un peu de sens, c'est pas trop con. Mais oui, c'est vrai, quand je vois mes filles, moi j'ai une fille qui a 26 ans et une petite qui a 13 ans, quand je les vois vivre et évoluer, c'est vrai souvent, quand on est parent, on se dit ce digital, toujours ce digital, sont toujours après ces écrans, ces trucs. Alors ça les coupe de certaines choses, mais c'est un outil assez extraordinaire aujourd'hui dans ce sens-là. Pour rester connecté, Ouais. pour rester actif sur ces sujets. Et surtout pour collaborer, Mais- c'est un outil collaboratif changer. assez Il extraordinaire. faut avoir un impact. Mais ça veut dire quoi? Il faut les laisser faire. Qu'est-ce que nous, on peut faire concrètement? On peut les accompagner, simplement. Donc on peut les accompagner, on peut les encourager, on peut les aider. Je crois que il y a quelque chose il y a des choses qu'on perd, c'est la transmission du savoir et du savoir-faire, malheureusement. Je trouve qu'on n'est pas très bon. Alors moi j'adore les métiers de l'artisanat, les métiers manuels, et tous les jours on voit des métiers disparaître parce que le dernier compagnon, le dernier artisan qui était tanneur malheureusement il meurt et il n'y a personne. Qui a pris le flambeau, mais ça aussi c'est dû à notre système éducatif, voilà, qui valorise pas l'apprentissage, qui valorise pas le travail manuel, qui valorise pas toutes ces filières-là. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on leur transmette ce qu'on sait, le peu de choses qu'on sait, chacun, tous, et qu'on les encourage et qu'on les accompagne. Alors comment, je ne sais pas, c'est eux qui vont nous le dire en fait. Je pense que c'est eux qui nous le diront, c'est eux qui vont nous donner, qui vont nous demander comment on va les aider. Et nous, on ne sait même pas, je pense encore aujourd'hui, concrètement comment on pourra les aider. Alors, je vais citer Saint-Exupéry quand même, Ouais, après oui. Gonzague. Parce que Après on va Gonzague. vite prendre Gonzague, hein. Ouais. Dans Saint-Exupéry, il dit notre responsabilité, ce n'est pas de construire l'avenir, mais c'est de le permettre. Et je crois qu'on est vraiment dans ce moment-là où notre génération, qui a le pouvoir, qui a l'argent, qui a les commandes, a la responsabilité de permettre à la génération millénium de nous apporter les éléments de réponse. Alors certes, en transmettant ce que nous savons faire, mais ce que nous savons faire, eux vont savoir comment l'utiliser avec les outils de demain. Et aujourd'hui, personne ne peut prédire ce qui va se passer demain. Si on regarde, quand on prend nos téléphones, nos applis, WhatsApp, enfin, tous ces outils qu'on utilise maintenant, Telegram, qu'on utilise de façon courante, ils n'existaient pas il y a 10 ans. Et personne ne pouvait les prévoir. Peut-être que dans 5 ans, on va tous voler sur des petits drones pour aller d'un rendez-vous à un autre. Et au fond, tout ça n'a pas, bien sûr, va impacter nos vies, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la valeur humaine qu'on va garder ou qu'on ne va pas garder. Je ne dis pas que la génération millénium, elle est meilleure que nous, parce que si on regarde la génération mai 68, elle rêvait de l'amour et pas la guerre, elle rêvait de justice, elle rêvait de simplicité, de liberté. Elle était contre la société de consommation et ça a été la génération la plus industrieuse que la Terre ait portée, qui a fabriqué le plus d'usines, qui a fabriqué le plus de standards, qui a fabriqué le plus de process, etc. Donc elle a été finalement très contradictoire par rapport au slogan de sa jeunesse. Elle a quand même permis à 5 milliards d'hommes et de femmes d'accéder à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à la santé, aux besoins vitaux. Donc ce que notre génération a accompli, il n'y a pas que du mauvais, mais à quel prix, à quel coût pour la planète, à quel coût pour l'égalité, à quel coût pour, j'allais dire, l'angoisse. Parce que ce qu'il faut, là on parle d'une génération qui est celle dans la salle, c'est-à-dire de ceux qui sont privilégiés parce qu'ils ont accès à l'information. Mais face au capitalisme accumulateur, il y a quand même beaucoup de gens qui sont désespérés, qui se sentent laissés pour compte, qui sont abandonnés au coin du chemin. Et ça, c'est juste inacceptable. Et est-ce que cette génération-là va pouvoir
nous permettre de raccrocher les wagons de ceux qui se sentent exclus. C'est vraiment l'enjeu de notre société. Et c'est pour ça que la performance et la bienveillance sont les clés de notre histoire aujourd'hui. Parce que si on ne met pas la bienveillance, on arrive au populisme, on arrive au capitalisme qui s'accumule, etc. Et on voit bien aujourd'hui que cette fracture, elle est majeure et que la bienveillance, ce n'est pas juste un mot pour faire joli, c'est juste une nécessité vitale. Alors, comme Gonzague est là et qui me regarde droit dans les yeux et que je sens que c'est ça qu'il faut que je dise, je vais le dire, la solution pour résoudre les problèmes, vous signez le mouvement pour une économie bienveillante. Donc vous avez www.mouvementéconomiebienveillante.com. Non, je plaisante, mais la réalité... Non, je vous en pas. La réalité, c'est que on a tous notre rôle à jouer. On est tous dans cette salle. Si on est dans cette salle, c'est qu'on est des privilégiés. C'est qu'on a cette chance d'avoir eu de l'éducation, d'avoir un métier, d'avoir une place dans la société. Et il ne suffit pas de se dire qu'on élève bien nos enfants, on fait bien notre métier et on paye nos impôts. Aujourd'hui, on est vraiment à une époque où les femmes et les hommes de bonne volonté doivent se lever et doivent agir. Mais encore une fois, on n'a pas besoin d'être riche, puissant, célèbre ou d'être une icône comme Sébastien pour pouvoir l'incarner et pour pouvoir jouer son rôle. Chacun à sa place peut et doit exercer cette générosité et surtout la dire. Parce qu'on a parlé du manque de bienveillance dans le système scolaire, mais il y a une autre chose aussi qu'il faudrait changer en France, même si on adore profondément notre pays et on se bat pour lui, c'est de cacher sa générosité. Hein, pourquoi on cacherait le fait que justement on est bienveillant et on aide les autres? Pourquoi on doit cacher quand on donne des sous à une cause, etc. Au contraire, dans le monde anglo-saxon, c'est une fierté parce qu'on participe à la vie de la société. Et à cet égard, je voudrais raconter une anecdote parce que j'ai une amie qui est avocate, qui a signé le MEB dans les toutes premières, et elle me disait, nous, les avocats, souvent, on fait du pro bono. Et elle soutient une fondation qui aide les femmes qui ont 50 ans pour retrouver du travail. Et elle faisait ça depuis 15 ans, pro bono. Et puis un jour, elle a décidé d'organiser une grande soirée dans son cabinet. Et elle a invité les membres du cabinet. Et elle a reçu le lendemain plein de mails en disant « On ne savait pas qu'on faisait ça. On est tellement fiers que notre cabinet fasse ça. » Et elle s'est rendue compte que ce truc qu'elle faisait dans son coin, en fait, tout le monde avait envie d'y participer. Et c'est vraiment ce message qu'il faut affirmer haut et fort, c'est que quand on est généreux, on réussit mieux, c'est un moteur économique, et qu'il faut avoir cette fierté d'être généreux. C'est bien d'être généreux. Mais c'est encore pas très bien vu comme la réussite en France, ouais. Malheureusement. Ni la performance, ni la générosité sont Exactement. bien vues. Donc on va les rassembler tous les deux dans la bienveillance, et puis on va y arriver. Et on va avancer. Top là. On va pas tarder à conclure avant de prendre quelques questions du public. Est-ce que vous auriez un mot de la fin éventuellement, Monsieur Chabal? Non, c'était chouette. C'était chouette. Non, j'ai adoré cet instant. Et cet instant était plein de bienveillance. Il m'a serré la main et il ne me l'a pas broyé. Donc il est bienveillant, Sébastien, il est très bienveillant. Non, et voilà, c'est ce que j'avais oublié de dire, mais tu l'as dit à ma place. Cette bienveillance permet à chacun de trouver sa place. Voilà. Et moi, la bienveillance de mon entraîneur de l'époque m'a permis de trouver ma place. Moi qui étais quelqu'un de timide, de discret, d'introverti, m'a permis de trouver ma place. Et je crois qu'une fois qu'on a trouvé sa place, tout le champ des possibles est ouvert. Tout est ouvert. Voilà. Ce que je retiens de ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé, il a su voir l'essentiel. L'essentiel, le sens, on parle que de ça là, depuis quelques dizaines de minutes. C'est finalement je ne sais pas si c'est l'essentiel, mais je crois que c'est l'humain qui est la priorité. Voilà, parce qu'après, on peut apprendre, on peut se tromper, on peut avancer, on peut reculer, on peut faire des choix. Mais c'est l'humain qui est la base de tout. Voilà, donc quand au début on disait qu'avant pour pouvoir être bienveillant, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas être bienveillant. Et moi je dis aussi que si on n'aime pas les animaux, on ne peut pas aimer les gens. Voilà. Ouais. Pour aller au bout du bout. Ça sera le mot de ma fin. Mon mot de la fin. Très bien. Clara ?
Alors, moi, je dirais une phrase très simple, c'est que si on veut changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. C'est Gonzague ou c'est... Non, c'est une phrase... ça pourrait être Gonzague. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut toujours repenser à pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on se met en colère, pourquoi on a le sentiment d'injustice, pourquoi on n'accepte pas telle chose, pourquoi telle remarque nous blesse. Et quand on essaye d'être bienveillant avec soi-même, et non pas tout le temps dans l'exigence, dans la performance, dans le contrôle, parce qu'on est quand même dans des sociétés où on nous pousse toujours à pousser la machine de plus en plus loin, mais d'avoir, au fond, de savoir être son propre consolateur. Quand on a de la peine, ne pas se dire que c'est interdit d'avoir de la peine. Il y a des jours où on est triste, il y a des jours où on est fatigué, des jours où on n'a pas le cœur à l'ouvrage. Accepter ça. L'accepter, c'est pas grave. Et surtout, se demander qu'est-ce que ça nous dit. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas heureux dans le métier qu'on fait et qu'il faudrait qu'on en change? Ou est-ce que c'est parce qu'on n'est pas heureux dans la façon dont on le fait et qu'il faudrait qu'on le change? Est-ce que parce qu'on n'est pas heureux parce qu'on a eu un conflit avec quelqu'un et que ce conflit nous empoisonne et qu'il faut qu'on le résolve? Et finalement, en abordant la vie, en se prenant comme un petit enfant qu'on console, et non pas qu'on juge et qu'on sanctionne et qu'on punit et qu'on met à la schlag, comme on a un peu trop l'habitude de faire, mais qu'on est bienveillant avec soi-même, alors on sera bienveillant vis-à-vis des autres. Donc, voyez, soyez bienveillant avec vous-même. Merci. Donc maintenant, on va prendre quelques questions du public. Oui, bonjour, Philippe Le Gorgeux, je suis conseiller municipal à Bois-Colombes. Et je voudrais poser une question aux deux. Comment conjuguez-vous bienveillance et persévérance Ça n'allait pas tellement. Avec deux notions qui sont l'exigence et la résilience dans un pays où le moindre train en retard nécessite la mise en place d'une cellule de soutien psychologique, une intervention de Guillaume Pépi, et en même temps du président de la République. Alors, moi, je voudrais... Je n'ai pas la réponse, mais je trouve que les Français et les Françaises ont une résilience incroyable. Ah oui. Dans les moments durs, que ce soit dans les moments tragiques comme les attentats, ou dans des moments compliqués pour la vie quotidienne, comme ça a été le cas avec cette grève perlante de la SNCF qui a duré des mois, moi je suis stupéfaite et impressionnée et émerveillée de la résilience des Français. Les Français les Françaises et les Français ont un courage au quotidien et une capacité à endosser et à accepter des situations sur lesquelles ils n'ont pas la maîtrise, qui, moi, me fascine. Alors, bien sûr, après, il y a ce que peuvent raconter les médias et amplifier, mais moi, j'ai une confiance absolue dans la capacité des Français et des Français à être bienveillants, persévérants, tenaces, empathiques et résilients. J'ai, pour ma part, aucun conseil à donner à personne, je m'en garderai bien, mais je crois que la confiance en nous-mêmes, les événements récents ont démontré cette capacité de rebond incroyable de notre pays. Oui, et cette solidarité aussi. Vraiment, c'est ce dont on parlait juste avant. Voilà, cette capacité à savoir se rassembler, à savoir se regrouper, à savoir s'entraider dans des moments compliqués. Alors, c'est vrai on a cette capacité assez incroyable, c'est vrai, de résilience, mais des fois, il faudrait... Ouais, faudrait un entraîneur, faudrait un Sébastien pour leur dire allez-y, un peu plus fort. Il faudrait faire bouger un peu les choses. Oui, ça c'est vrai. Hein, on est d'accord. Parce que c'est bien beau d'être résilient et d'accepter de subir, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ouais. Ça n'a pas répondu à votre question, j'imagine. Ah, l'exigence. Ouais. Ah, l'exigence, c'est un peu dans la persévérance. C'est-à-dire c'est l'excellence plutôt que l'exigence. Le goût de l'excellence, tout le monde l'a. Tout le monde a envie. Mais c'est dans la bienveillance aussi. Hein. Ouais. C'est dans la bienveillance. Voilà, quand on est bienveillant, on espère
ça amène aussi l'exigence, parce que quand on est bienveillant, voilà ce qu'on a dit tout le long de Ouais. tout le long de ce débat, c'est faire confiance, accepter, faire grandir, accompagner. Mais il y a ce fil d'exigence qui est là tout du long. Je me lève, je suis désolé, je suis grand. Juste une petite question. Bonjour, je m'appelle Laurent. Je travaille dans une Bonjour start-up. Laurent. Bonjour, Sébastien. Pour dire bonjour à Laurent. Voilà, donc Bon, je passe pour un j'ai con. dit aussi bonjour Laurent, mais la voix de Sébastien a couvert la mienne. Hein. Pas bonjour bienveillant. Je voulais être discret à la base, mais il y a une question qui me vient. Bah, t'es grand, hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je vous ai toujours pas vu à la station F, hein, Sébastien. Il y a un moment, il va falloir se montrer. Hein. Ouais, j'arrive. Ouais. Je suis en train de préparer les cartons, j'arrive. Ah, cool. Ouais, et pas besoin, on peut pas déposer de meubles. Hein. Donc c'est un écran, un ordinateur et c'est bon. Ah, c'est ça, un carton. Ouais. Donc voilà, vous avez compris, je travaille dans une start-up à la station F. On travaille, nous, sur une notion qui est l'émotion, donc la bienveillance, la persévérance. On connaît depuis quelques années, on essaye comme on peut de survivre. Ma question, elle est à quel moment en fait on peut mettre un compromis et jusqu'où on peut aller dans ce compromis pour arriver à cet état, en fait, parce que je pense que la bienveillance et la persévérance sont des prises de conscience que vous avez eues au fur et à mesure de votre carrière, mais qui sont difficiles à avoir au début. Quand on initie un projet, si on n'a pas quelqu'un de bienveillant qui nous aide à être persévérant dans notre activité, quand on se débrouille par nos propres moyens, c'est assez compliqué et parfois il faut faire des compromis. Des concessions. Voilà, des concessions, exactement. Et justement, dans quelle est cette dimension aujourd'hui de concession où, à la fin, on peut se polluer aussi notre esprit et perdre notre bienveillance? Parce que quand on se crée une image de marque, on va travailler... Je dis une bêtise, hein, enfin, je dis une bêtise, je sais pas, on verra, on en discutera. Nous, là, on a besoin d'argent. Du coup, on a développé un business model qui nous permet d'en gagner, mais qui n'est pas la finalité de ce qu'on veut. Jusqu'à quand ce business model, on va pouvoir le développer, s'arrêter en se disant bah, c'est bon, maintenant on a assez d'argent, on peut faire autre chose. Enfin, voilà. Ces concessions-là aujourd'hui, c'est une prise de conscience qu'on a qui est compliquée. On accepte de le faire, c'est dur, mais voilà. Ma question c'est la confiance aussi. Il y a le mot confiance qu'il faut mettre en valeur aussi. Voilà, c'est les gens qui sont bienveillants envers vous. Il faut déjà que vous réussissiez à le comprendre. Parce que c'est compliqué, hein, faire confiance à des gens qui arrivent de l'extérieur et qui sont bienveillants. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il m'aide? Qu'est-ce qui est sous-jacent? Donc déjà, il y a ce mot confiance qui est important. Et vous l'avez dit vous-même, dans le début d'une histoire, on est forcément obligé de faire des concessions, des compromis, mais tout en sachant mutuellement que l'équilibre va se trouver à un moment donné. Voilà. Et l'équilibre, vous en êtes apparemment pas très loin. Et il faut que les deux parties, c'est maintenant qu'il faut être bienveillant et comprendre les enjeux des uns et des autres. Ouais, je vois ça comme ça de loin. Hein. Alors moi, je ne sais pas quel est votre business et ce que vous envisagez de faire, mais si vous voulez vraiment avoir un impact sur la société et que ce soit pérenne et que ça grandisse, il faut que ce soit rentable. Et donc, l'équation et la martingale qui est compliquée à trouver, j'en ai bien conscience, c'est de trouver comment vous allez gagner de l'argent, même si vous allez peut-être en gagner moins que d'autres, mais que vous mesurez aussi l'impact. Et là, vous avez des fonds d'impact qui existent, qui peuvent vous aider, parce qu'ils vont investir dans votre entreprise en regardant le fait que vous avez une rentabilité qui ne sera peut-être pas aussi spectaculaire et aussi rapide qu'une entreprise dite classique, mais qui va aussi mesurer l'impact que vous avez sur la société. Et croyez-moi, ça c'est très puissant. Donc peut-être la façon dont il faut que vous réfléchissiez à votre business model, c'est comment vous arrivez à combiner la puissance d'un impact, c'est-à-dire sur les externalités extérieures que vous produisez. Si je reprends l'exemple de mon restaurant de migrants, c'est des restaurants qui gagnent très très peu d'argent, mais ils sont à l'équilibre, donc c'est rentable. En revanche, ça permet à des migrants de faire la cuisine tous les soirs et donc de vivre et donc de pouvoir donner un toit à leur famille
de créer une communauté, etc. Donc l'impact social est extrêmement important. Mais pour que l'impact social puisse continuer, il faut que ce soit rentable. Donc je pense sincèrement, je ne sais pas ce qu'est votre entreprise, mais que vous allez trouver cette clé-là et tâtonner, mais vous la trouverez. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Non, on n'en doute pas. D'ailleurs, notre modèle, il est trouvé pour une finalité. On sait où est-ce qu'on veut aller. Aujourd'hui, on a juste besoin de fonds pour le développer. Ce qui a fait... Un mot, nous, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de nous, on s'appelle Sans-A. On est un média qui parle de sans-abri. On rend visibles les invisibles, on encourage à l'action et on va développer une plateforme qui permet justement de soutenir des projets de sans-abri au travers de donations ou même de vidéos qu'on pourrait regarder à la manière d'un good deed. Et donc un partenariat qui aimerait intégrer les entreprises. Sauf que vu qu'on est un média, notre impact est indirect et donc tout ce qui est subventions, aides, etc., c'est compliqué à avoir. Et parce que c'est compliqué à avoir, du coup, on a été obligé de trouver un business model intermédiaire qui nous permettait de trouver ces fonds-là et donc du coup d'arriver à cette finalité. Mais c'est la force des choses en fait qui nous a amené à ce qu'on est aujourd'hui. Et on sait où est-ce qu'on veut aller, mais c'est retardé parce que justement, je crache absolument pas dans la soupe en disant que c'est bien qu'il y ait des entreprises comme les repas, enfin on travaille avec Tech Fujis, on travaille avec plein de gens qui sont très bien, mais dont l'impact est mesurable directement, tandis que nous on a une manière de l'apporter et de travailler sur les communautés pour les engager qui est malheureusement un impact indirect tant qu'on n'a pas aujourd'hui des grandes actions à mener avec les entreprises ou avec le grand public. Et le B2C, vous le savez je pense mieux que moi, à développer, il faut des fonds incroyables parce qu'on ne peut pas travailler avec 100, 200, 300 euros de revenus mensuels. Enfin, c'est pas possible. Quoi. Quand on est une équipe de 5, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Merci beaucoup. On va s'arrêter là du coup pour les questions et on va accueillir ceux qui étaient au studio pour faire la restitution, donc les designers qui ont préparé une fresque pour nous. C'est trop bien. Attends. On se lève? Non, vous pouvez rester assis. Comme ça, on n'est pas devant, on peut le voir. Alors, je demande de réagir dessus, alors que vous soyez un peu au milieu. Hein? Bonsoir. Je vous présente la synthèse graphique de la conférence qui a été réalisée en parallèle avec cette formidable équipe qui est le jury et qui est composé d'IBMers, de designers du studio, de consultants, de membres de la direction et surtout d'externes, d'entrepreneurs et d'étudiants. Grâce à eux, on a pu, ils sont venus enrichir notre perspective et apporter de la richesse dans cette analyse. Et donc le jury est tout là parmi nous. L'idée de cette restitution, c'est que pendant qu'il y a un débat sur scène, on puisse en garder une trace. Donc du coup, il y a deux équipes. Une équipe donc côté jury qui prend en note les arguments les plus forts, les plus puissants de ce débat. Alors parfois, il y a des redites entre personnes dans le jury, mais ça conforte l'argument. Puis l'idée après, c'est de proposer ces arguments-là aux designers qui puissent se projeter dans une représentation et surtout qu'on puisse vous la restituer à la fin de cet événement, que vous puissiez repartir avec dans vos boîtes mail une première restitution, alors qui généralement arrive dans les quelques heures après. Bon, là, on va avoir un cocktail juste après. Il est fort probable que cette restitution arrive plutôt dans les 2 jours à venir, parce qu'on voudrait... non pas que le cocktail va être chargé, loin de là, mais... Enfin, pourquoi pas d'ailleurs, mais on a peut-être quelque chose à y rajouter, quelque chose de complémentaire. Pas vous laisser simplement avec un dessin, mais pourquoi pas avec des illustrations à côté complémentaires. Voilà. Bravo. Tu as terminé, PM de commenter? Il y avait d'autres choses à dire sur le fond, peut-être? Non, c'est bon. Tu as présenté ton jury était content de participer? On est très heureux de cette initiative du jury, je le dis, c'est vrai qu'à chaque fois on oublie de présenter le concept du jury avant, et vous-même on vous l'a expliqué dans le vestibule juste avant. Mais c'est très important pour nous parce que c'est ce concept de co-création, un nouveau mot bien galvaudé encore comme il faut, mais un mot qui est très important pour nous, c'est l'idée de ce canapé, c'est d'être au coin du feu, d'être confortable, et on n'est pas là pour vous picouser avec des questions pièges, on est là pour être dans un débat ouvert, dans une discussion ouverte, et c'est pour ça qu'on est fiers de ce petit concept de jury, parce que
vraiment, pendant que vous parlez, on potasse sur le fond, on réfléchit, et avec des personnalités qui viennent de petites startups, des designers, des personnes d'IBM, et vraiment, on vous remercie d'avoir été bénévole pour cet exercice. Et je vous remercie de les applaudir, et d'applaudir Sébastien Chabal et Clara Guémard. Et je vous saurai gré également d'applaudir, s'il vous plaît, les chemises bleues qui vont monter sur scène. C'est l'équipe The SETI. Et je remercie le Client Center d'IBM également pour toute son aide. Si on pouvait avoir une petite photo de l'équipe. Je ne sais pas si le photographe est encore parmi nous. Il est là, bravo. Voilà, venez nous rejoindre auprès du canapé. Non, rendez-vous, en vrai, rendez-vous en janvier avec une surprise. J'ai pas encore le droit de vous le dire, mais il y aura un très très beau sujet. On va revenir, on a fait beaucoup de philo. On a eu Jacques Attali sur l'économie positive, on a eu Christophe Barbier et Bertrand Perrier sur la transmission des savoirs, on en a parlé ce soir. On a eu Sébastien Chabal, Clara Guémard sur la persévérance, la bienveillance. On va revenir vers des sujets plus techno maintenant. On vous a montré qu'on savait faire de la philo. On parle des grands enjeux de la 4e révolution industrielle, et on va revenir vers la sécurité et la blockchain en janvier et février. On se retrouve là-haut pour le cocktail. Merci à tous.